Salut les auditrices, salut les auditeurs, on est dans un nouvel épisode du podcast Transition. Et puis dans ce podcast, vous allez entendre une voix que vous avez déjà entendue la saison passée, puisque je suis de retour chez Motion Lab, là où on avait enregistré un épisode sur les techniques et les blessures en course à pied, notamment avec Blaise Dubois. Et puis, si vous vous en souvenez bien, on avait un modérateur ce jour-là. C'était Virgile Lecoultre. Et je le retrouve aujourd'hui. Alors, il sera plus modérateur aujourd'hui. Il va pouvoir un petit peu plus nous parler de son métier, de son activité, parce qu'il est physiologiste de l'exercice ici chez Motion Lab. Virgile, merci d'avoir accepté de venir dans cet épisode. Merci à toi, bienvenue. Merci. À Motion Lab. Merci aussi de m'accueillir effectivement à nouveau chez Motion Lab ici pour enregistrer cet épisode. Donc peut-être avant de parler de toute cette science qu'il y a derrière l'entraînement sportif, et puis on va parler aussi de la science qu'il y a dans nos montres connectées, et puis mettre un petit peu tout ça en perspective. Mais avant tout ça, qu'est-ce que c'est qu'être physiologiste de l'exercice dans un centre comme Motion Lab ? Alors, d'être physiologiste de l'exercice ici, ça implique que j'ai eu une formation scientifique dans les sciences du sport et du métabolisme et de la nutrition humaine. Et puis, mon job, ça consiste à accueillir des athlètes de tous âges, de toute provenance, pour répondre à leurs questions qui concernent leur physiologie. Alors souvent, leurs questions, c'est de dire, OK, c'est quoi ma capacité à l'effort en courant ou sur un vélo. Mais ça peut être aussi la question, c'est comment je tolère l'altitude. Ici, on est capable de mettre les gens en altitude et puis de regarder en fait, quelle est leur réponse physiologique à l'altitude. C'est peut-être aussi d'évaluer comment ils mobilisent leur réserve énergétique lorsqu'ils font un effort, s'ils viennent, par exemple, dans le contexte de la perte de poids, de la gestion du poids. Mmh. Et donc du coup, tu as plein de techniques ou d'éléments de mesure que tu vas pouvoir proposer pour répondre à ces questions des athlètes. Et j'imagine qu'un des éléments centraux, c'est le test d'effort. Oui, exactement. Le test d'effort, c'est l'élément central de notre activité ici. Ok, donc c'est vraiment le pilier par lequel on commence pour faire une analyse après de la pratique sportive et du potentiel d'un athlète pour répondre à ces questions. Je pense que c'est important de décrire qu'est-ce qu'un test d'effort, comment ça se déroule et puis qu'est-ce qu'on en apprend avant d'aller plus loin dans cet épisode, parce qu'on va parler de plein d'éléments qui sont issus de ces données-là. Est-ce que tu peux nous dire, un athlète qui vient ici, qui te pose des questions, quel est mon potentiel au niveau sportif ou qu'est-ce que je peux viser comme performance, vous allez naturellement convenir de faire un test d'effort. Comment ça se déroule ? Alors, le test d'effort, ouais, peut-être pour commencer, je dirais, il va essayer de répondre ou d'aller mesurer, d'aller capturer plusieurs des éléments qui sont des facteurs prédictifs de la performance. Mmh. Typiquement, pour une épreuve d'endurance, ça serait peut-être la puissance aérobie, la cylindrée du moteur, la VO2 max, l'économie de course, en disant finalement, si j'ai un gros moteur, mais j'ai une énorme surface frontale, par exemple pour une voiture, je ne vais pas être très économique, je vais vite brûler mes réserves. Mmh. Et puis aussi l'endurance. Jusqu'à quand est-ce que je suis économique ? Ouais. Donc ça va être 3 des éléments qu'on va aller rechercher. Et puis le test d'effort permet déjà d'aller voir de voir ces éléments prédictifs de la performance. Okay. Et puis, l'idée du test d'effort, c'est d'aller aussi, c'est de capturer un peu tout ce qui se passe entre le repos, un effort d'intensité minimale, je dirais, jusqu'à l'intensité maximale. C'est de capturer les moments de rupture, ce qu'on appelle les seuils. Mm-hmm. On en a typiquement 2. Certains parlent de 3. On en voit 2, puis on part du principe généralement qu'il y en a 2. Okay. C'est-à-dire ton premier seuil qui est vraiment ton marqueur principal de l'endurance, de base. Mm-hmm. L'allure marathon, je dirais, dans un mode un petit peu conservateur. Et puis le deuxième seuil qui sera le dernier point d'équilibre
que tu peux maintenir pendant quelques minutes avant d'arriver dans des intensités très très intenses et VO2 max. Voilà, c'est ce qu'on appelle communément les seuils ventilatoires 1 et seuils ventilatoires 2. Exact. Et donc du coup, comment est-ce que lors d'un test d'effort, tu arrives à identifier, avec quelles données est-ce que tu arrives à identifier quel moment on atteint ce SV1 et puis ce SV2? Alors ce qu'on fait, peut-être méthodologiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on part justement du repos jusqu'à la vitesse minimale, et puis ensuite on va augmenter progressivement et de manière linéaire. Disons, la forme des épreuves d'effort fait qu'on a une augmentation progressive de l'intensité. Et puis, on pourrait se dire logiquement, je devrais avoir une augmentation progressive de tous les paramètres que je mesure, c'est-à-dire la fréquence cardiaque, la ventilation, donc la quantité d'air que je respire par minute, de ma consommation d'oxygène, puis de ma production de gaz carbonique. Mais en fait, c'est pas tout vrai. Parce qu'au niveau musculaire, ce qui va se passer, c'est qu'à un certain moment donné, au début de l'effort, je vais utiliser mes filières dites aérobies, celles qui utilisent l'oxygène et qui produisent du gaz carbonique, pour produire l'ATP. L'énergie, la molécule d'énergie, qui fournit l'énergie. Le fuel des muscles. Le fuel des muscles, exactement. Des fois, on appelle ça monnaie d'échange énergétique, etc. Et puis, on utilise ces voies aérobies qui fonctionnent bien, qui se mettent en équilibre. Je consomme à peu près autant, ou de manière, en tout cas de la même proportion d'oxygène que je relargue de gaz carbonique. Mais au bout d'un moment, ma demande musculaire pour fournir cette énergie-là, pour avancer à cette vitesse-là, pédaler, courir, marcher, elle va dépasser la capacité de mon système aérobie. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que je vais, mes fibres musculaires, elles vont rajouter, comme le ferait un moteur hybride, pas tout à fait, mais en tout cas, elles vont rajouter une filière qui sont les voies dites anaérobies, c'est-à-dire qui n'utilisent pas l'oxygène pour fournir de l'énergie. Et puis, c'est celles qui produisent du lactate ou de l'acide lactique, mais en fait qui se retrouve sous forme de lactate. Et puis cet acide qui est produit, notre organisme ne veut pas en entendre parler. Lui, il veut maintenir son niveau d'acidité. Donc il va relarguer plus de gaz carbonique. Il va le transformer, cet acide, en gaz carbonique. Donc je vais commencer à devoir respirer plus fort pour évacuer mon gaz carbonique. Donc ma première augmentation de la respiration, elle est liée à ce phénomène, à l'entrée en matière significative du métabolisme anaérobie. Et puis donc je vais détecter dans l'air, dans les échanges gazeux, une augmentation de ma respiration en réponse à cette élimination de lactate sous forme de gaz carbonique. Exactement. Okay. Pas du lactate, mais du proton qui est associé au lactate. Okay. Parce que le lactate, lui, il est réutilisé par le foie. Ouais, c'est ça. Donc on dit souvent que quand on fait des efforts à intensité supramaximale, on se dit on a le lactate qui coule par les oreilles ou ce genre de choses. En réalité, le corps il le réutilise en partie pour continuer l'effort. Exactement. Ouais, c'est juste. Alors, là, on a beaucoup d'organes qui sont consommateurs de lactate. On a le foie qui, lui, qui va en fait le retransformer en glucose. On a le cœur qui est un consommateur direct. On a les fibres musculaires qui sont aussi des consommatrices directes du lactate. Donc c'est une molécule qui a des flux importants au niveau de l'organisme. Il y a des organes qui sont producteurs quasiment tout le temps. Producteurs, typiquement les globules rouges produisent pas mal de lactate. Le poumon est aussi un producteur de lactate. Et puis des organes qui sont consommateurs. Le cerveau est un consommateur de lactate. Le cœur est un consommateur de lactate. Le foie est un recycleur de lactate. Le muscle est un consommateur de lactate. C'est pas juste un poison. Ouais, contrairement à une idée reçue, je pense, basée sur d'anciennes recherches scientifiques ou hypothèses scientifiques, c'est pas un déchet en fait le lactate. C'est pas quelque chose qui est néfaste dans le corps, parce que c'est souvent une idée reçue un peu. Non, en fait, ce qu'on peut observer, moi, si je regarde toute mon activité au laboratoire, je vois
que systématiquement, les gens arrêtent leur effort ou sont épuisés ou ont des douleurs musculaires lorsqu'ils ont le lactate au plafond, entre 6 et 15 millimoles par litre. Puis je pourrais me dire, ok, lactate élevé, arrêt de l'effort, échec, douleur musculaire, donc l'effort musculaire est lié au lactate qui est élevé. En fait, on a juste une association temporelle. Ça arrive à ce moment-là. Mais il n'y a pas de relation de causalité. D'accord. Et en fait, je crois que c'était dans les années 20, si je ne me trompe pas, 20-30, qu'on était capable de mesurer, ou peut-être même avant, mais qu'on était capable de mesurer le lactate de manière relativement facile, puis qu'on a fait cette association, arrêt d'effort et conséquence directe d'une lactatémie trop élevée. Exactement. Et on a fait une association causale plutôt que juste temporelle. Ok. Donc ça, c'est déjà un premier élément intéressant. Donc du coup, pendant un test d'effort, tu arrives à détecter ça. Donc on l'a dit, un effort progressif, donc des paliers... pour la lactatémie, tu as dit que c'était des paliers un peu plus longs, genre 3 minutes. Le minimum, c'est 3 minutes. On peut les étendre plus longtemps. Certains auteurs et influenceurs actuels proposent de le faire sur des durées plus longues, de 5 à 10 minutes. D'accord. Pour s'assurer qu'on ait un état stable. Mais effectivement, on a des paliers qui sont relativement longs. C'est 3 minutes de durée de palier, parce que lorsque je change d'intensité, parce que je vais passer d'un palier à un autre progressivement, je vais avoir un changement de métabolisme musculaire. C'est-à-dire mon muscle doit s'adapter à la nouvelle intensité, et puis potentiellement, je peux avoir une augmentation transitoire de la production de lactate qui va pas forcément être tout de suite compensée par l'utilisation, qui prend peut-être, elle, plus de temps. Et on a les premiers moments d'équilibre à 3 minutes. Okay. Alors, les institutions qui sont responsables un peu du contrôle qualité, finalement, de ce qui se passe dans la médecine du sport, disent, OK, pour baser les analyses sur des mesures de lactate, les paliers doivent durer au minimum 3 minutes. D'accord. Donc ça, c'est intéressant pour la suite de noter qu'il y a quand même une certaine inertie au niveau de la mesure du lactate, que ce n'est pas quelque chose qui va répondre de manière immédiate ou aussi rapide, par exemple, que l'évolution de la fréquence cardiaque ou ce genre d'autres paramètres. Oui, exact. Ouais, le lactate, tu l'as parlé, la fréquence cardiaque, elle a aussi son inertie. C'est qu'aujourd'hui, on peut, lorsqu'on mesure toutes ces données à l'entraînement, monitorer des choses qui changent immédiatement, typiquement la puissance. 2 coups de pédale, la puissance est montée, elle peut monter à 1000 watts en quelques coups de pédale, en 6-7 coups de pédale, 3 secondes. Mais la fréquence cardiaque va peut-être répondre sur la minute qui suit. Oui, c'est ça. Et puis la lactatémie sur 3 minutes. Donc on voit qu'il y a des choses qui vont plus vite que d'autres. Oui, on a une temporalité qui est vraiment différente pour chacun des paramètres qu'on mesure. Donc du coup, on a fait ce test d'effort. Donc tu nous as dit mesure d'échange gazeux, mesure de fréquence cardiaque, mesure éventuellement de la lactatémie. Donc du coup, à partir de ce moment-là, on arrive à définir quels sont les seuils de la personne qui a fait le test d'effort, sa fréquence cardiaque maximale, sa VO2 max. Et puis avec tout ça, on arrive à faire un bilan assez complet de son état de forme et de son potentiel sur différents types d'épreuves. Oui, exactement. C'est une des utilisations fréquentes qu'on a, c'est vraiment le potentiel et les zones d'entraînement, qui en fait, ces zones sont bornées en quelque sorte par les seuils. Ouais. Le seuil 1, le premier seuil ventilatoire ou lactique, normalement ils sont concomitants, ils arrivent en même temps, parce que, comme on le dit tout à l'heure, c'est un changement de métabolisme qui est notamment lié à la production de lactate, qui va induire l'hyperventilation. Alors ce seuil 1, qu'il soit lactique ou ventilatoire, lui, il va déterminer la limite supérieure de la zone 2. Et puis la zone 1, elle est définie un peu par calcul. Okay. Elle sépare cette zone 2. Et puis la même chose, le deuxième seuil, c'est la limite inférieure de la zone 4. Et puis la zone 5 elle correspond au moment où on atteint VO2 max. Ok. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, ça va te permettre de donner à l'athlète qui a fait son test d'effort des paramètres qu'il va pouvoir utiliser ensuite pour s'entraîner correctement.
parce que on préparait cet épisode et tu me disais, naturellement, un être humain, quand il part courir, s'il n'a aucune forme d'indication et aucune perspective d'entraînement, il va naturellement se mettre à peu près en zone 3. Ouais, je crois que spontanément, on y va volontiers. Moi, le premier. Hein. moi, le premier. Je fais du VTT, j'ai une pratique qui est de moins en moins compétitive et de plus en plus ludique et récréative. Mm-hmm. Enfin, quoique le côté récréatif et compétitif ne sont pas forcément... sont pas forcément opposés, on peut vraiment les lier. Ouais. Mais oui, on va spontanément là parce que c'est une intensité où on avance, c'est une intensité où on se dépense, c'est une intensité où on a du plaisir. Donc c'est le bon équilibre en fait entre on se fatigue, mais c'est pas trop difficile non plus, quoi. Exactement. Ouais. On se fatigue, c'est pas trop difficile non plus, et puis c'est pas frustrant. Ouais. Exactement. Et très naturellement, je pense que n'importe qui a fait du sport quelque temps s'en rend compte, quoi. À partir du moment où on mesure ses zones, si on ne fait pas trop attention là où on court, on est quand même assez facilement en zone 3. Et pourtant, pour l'entraînement, alors peut-être au début, ça va permettre d'acquérir une certaine endurance et puis de progresser un peu, mais ce n'est pas la meilleure zone pour progresser. Alors, selon les modèles actuels, non. Il y a un peu de débat scientifique là-dessus. Je crois qu'il y a un auteur en particulier qui défend cette façon de s'entraîner avec beaucoup de zone 3. Et puis d'autres auteurs, et puis c'est un peu un courant général qui propose maintenant de polariser l'entraînement beaucoup, c'est-à-dire de faire beaucoup d'entraînement en zone. La majeure partie de son entraînement en zone 2, en tout cas 70%. Ensuite, d'avoir une part substantielle entre la zone 4 et la zone 5, de 20%. Ouais. Et puis de laisser 10% sur la zone 3, ce qui ne laisse pas beaucoup finalement dans cette zone plaisir, de place à la zone plaisir. Non, effectivement. Hein, si on s'entraîne, mettons, 10 heures par semaine, c'est déjà un gros entraînement. Hein, ça laisse 1 heure dans cette zone-là, donc c'est vraiment pas grand-chose. C'est vraiment pas grand-chose. Ouais. Alors, ces recommandations, elles sont basées sur l'observation, puis notamment l'observation de skieurs de fond et d'athlètes d'endurance élite. Puis c'est vrai que quand on voit un peu quelles sont les valeurs des athlètes d'élite, probablement que pour eux, c'est pas un gros problème en termes de plaisir, parce qu'en fait, souvent, typiquement un cycliste, pour ceux à qui ça parle, souvent la zone 2, elle s'arrête à 300 watts. Donc, en gros, on n'a pas l'impression ils doivent certainement pas l'impression de se traîner quand ils sont à ces intensités-là. Pour nous, ça peut être un peu plus frustrant. Ouais. Non, mais effectivement, le fait de devoir s'entraîner en zone 1 et 2 sur des longues périodes, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression de progresser parce qu'on ne fait pas un effort pour lequel on a l'impression que ça paye quand on rentre de son activité sportive, quoi. Non, c'est juste. C'est juste. Un des avantages de cette méthode-là, c'est que notamment, tu peux inscrire ton sport dans la continuité. Probablement que tu baisses ton risque de blessure. Tu baisses aussi la fatigue générale engendrée par l'entraînement, c'est-à-dire que tu vas récupérer relativement vite et tu vas être frais pour aller faire ton entraînement qualitatif en zone 4 ou en zone 5, celui qui est très très exigeant. Et puis, ensuite, tu peux revenir à ta zone 2. Donc, je pense que c'est aussi ces avantages-là. C'est que ça te permet d'aller plus explorer ces zones de haute intensité où finalement les processus adaptatifs, ils sont ils sont bien plus importants que lorsqu'on fait de la zone 3. Ouais. Donc, du coup, on s'entraîne essentiellement en zone 2, enfin 1-2. On s'entraîne de manière intensive en zone 4-5. Et puis, on fait, typiquement, quelqu'un qui s'entraîne pour le marathon, on essaye quand même de faire sa zone cible de temps en temps pour prendre un peu le rythme et on fait un peu de zone 3. Mais tout ça, ça permet de progresser pour autant que ces zones, elles soient bien définies. Et ça, on l'a vu, si on fait un test d'effort, tu vas pouvoir nous donner exactement les zones dans lesquelles on devrait s'entraîner pour être optimal au niveau de sa préparation. Ouais, exactement. On va pouvoir te donner, disons, si c'est pour ton marathon, on va faire le test en course à pied. On va se rapprocher vraiment des conditions
de ton marathon, et puis donc à plat, en course à pied, et puis on t'aura des équivalents en termes de vitesse, d'allure et de fréquence cardiaque. Donc tu vas pouvoir baser vraiment la construction de tes séances sur tes propres valeurs, en disant ok, moi je sais que là, moi je vais faire 2 heures, 2 heures en endurance de base, par exemple, disons que c'est 5 au kill, tu vas faire 2 heures à 5 au kill. Ouais. Et puis finalement, tu pourrais même te dire, je m'affranchis de tout le reste, je me mets à 5 au kill, salut, bonne nuit, et puis je vais avoir un entraînement qui est très ciblé, ouais. et puis qui est basé sur tes données maintenant. C'est ça aussi important, c'est maintenant. Et puis c'est quand même des seuils, ils sont pas scellés dans le marbre. Ouais, c'est pas immuable. Ils sont pas figés. Ouais. Ils vont bouger en fonction de ton entraînement, de l'intensité, de tes volumes, ouais. ou de la baisse. De performance, parce qu'on s'est moins entraîné. Ouais. Maintenant, la plupart des gens, ils vont utiliser leur montre comme référentiel. Donc là-dedans, on a une notion de zone, etc. Et puis on peut afficher en temps réel la zone, soit d'allure, soit de fréquence cardiaque, comme tu l'as dit, ou même de puissance si on est sur le vélo ou qu'on utilise la puissance en course à pied. Si je te dis, maintenant, j'achète une nouvelle montre, dans mon profil, je mets mon âge, mon sexe, ma taille, mon niveau de pratique, éventuellement ma fréquence cardiaque maximale, je remplis mon profil, lui il va me calculer des zones et que je pars m'entraîner avec ça, qu'est-ce que tu en penses ? C'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début parce que tu as fait déjà ce chemin-là. Ouais. Tu as déjà fait ce chemin-là. Et puis, pour toi, il y a de bonnes chances que ça fonctionne bien. Je dis pour toi parce que tu es un homme d'âge moyen. Okay. Et puis, chez les hommes d'âge moyen, les algorithmes fonctionnent assez bien. D'accord. Et puis il se pourrait bien que si ta compagne ou disons, je dis ta compagne parce que je voulais viser une femme, le fait, il y a plus de chances qu'on soit à côté. Ok. Et c'est ce qu'on voit souvent au laboratoire. On a une clientèle de sexe féminin, souvent, qui vient nous consulter parce qu'elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas, disons, c'est des personnes qui se sont informées, qui ont lu en disant ok, moi je sais que pour préparer mon marathon, j'ai envie de suivre ce plan, donc je dois me mettre plutôt dans la zone 2, puis ici, puis après faire un peu de zone 4, puis un tout petit peu de zone 3, qui sera peut-être plus spécifique du marathon. Mais si déjà rien que d'être debout, je suis presque en zone 3. Dès que je marche, je suis en zone 3. Si je trottine, je suis en zone 4. Donc finalement, qu'est-ce que je dois faire ? Et puis, ça provient de la qualité des algorithmes. Potentiellement. Et puis voilà, moi, j'ai pas la main dedans. Enfin, je sais pas exactement où l'œil dedans. Mais j'ai l'impression en fait que pour les hommes d'âge jeune à moyen, fonctionne relativement bien. Après, lorsqu'on dévie de cette entre guillemets, norme-là, ou cette règle-là, ça devient beaucoup plus aléatoire. Ok. Donc, les algorithmes sont un peu sexistes. C'est-à-dire que, d'après toi, ça vient d'où ? Ça vient du fait que les femmes n'ont pas été assez intégrées dans les études scientifiques qui ont abouti à ces algorithmes, ou les femmes ont un métabolisme ou une réaction à l'effort qui est différente de celle des hommes, et donc du coup, il leur faudrait leurs propres algorithmes à elles. Ah ouais, alors je pense en fait, ouais, c'est les deux. Okay. Je pense que les femmes ont potentiellement une réponse cardiovasculaire qui est différente de celle des hommes. Et puis, classiquement et historiquement, les femmes n'ont pas été inclus, ou en tout cas, on a généralisé les résultats pris chez des populations d'hommes aux femmes, ce qui est pas correct. En gros, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les algorithmes, ils font encore cette erreur-là de généraliser la prescription, en tout cas de généraliser ce qui est relativement juste chez les hommes à la population féminine, ce qui est une erreur. Et potentiellement, puis on en a discuté avant, il y a peut-être aussi une différence selon les niveaux de gamme des montres
probablement il y a aussi des différences entre les fabricants, mais où les algorithmes vont être plus ou moins justes. Mais de manière générale, moi j'ai l'impression qu'indépendamment des marques et des niveaux de gamme, les femmes sont nettement moins bien desservies par les algorithmes que les hommes. D'accord. Donc effectivement, on parlait avant du niveau des gammes parce que chez Garmin, par exemple, les montres plus haut de gamme vont estimer la VO2 max aussi sur le vélo, pour autant qu'on utilise un capteur de puissance, alors que ce n'est pas le cas des montres un peu plus bas de gamme. Elles vont détecter aussi plus de choses au niveau des algorithmes, comme une estimation des seuils, etc. Maintenant, toutes ces estimations qui sont faites par la montre, par rapport à un test d'effort, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que tu constates quand tu as des athlètes qui viennent, hommes ou femmes, qui te disent « ma montre me dit que ma VO2 max est estimée à 47 », tu fais un test d'effort, est-ce que c'est des données qui correspondent à peu près ou pas du tout? Alors de manière générale, je dirais que les VO2 max, elles sont très très bien estimées, ouais. Elles sont ouais. C'est vraiment des très très bonnes prédictions. Okay. Je suis assez épaté par la qualité des prédictions. Ouais. Mais la chance que j'ai, j'ai encore un job parce qu'en fait, on n'utilise pas VO2 max à l'entraînement. Ouais. Non, mais c'est un peu le truc, c'est que tout le monde se focalise sur le VO2 max lorsqu'on fait un test d'effort, mais d'une part, c'est une donnée qui est très individualisée, qu'on ne peut pas comparer par rapport à une autre personne, et d'autre part, qui ne sert à rien dans l'entraînement quotidien, quoi. Exactement, ouais. C'est vrai, c'est une mesure de la cylindrée de ton moteur, mais ça s'arrête à ça. Ouais. Et puis, je crois que des études classiques qui datent des années 70, elles montraient bien que pour des VO2 max identiques, il y avait des niveaux de performance sur des courses à pied, notamment de 10 km, qui étaient variables, que pour des niveaux de performance sur 10 km équivalents, le VO2 max pouvait être différent. Ouais. Donc, c'est vraiment une mesure de ta cylindrée. C'est une très bonne mesure de ton niveau de forme aujourd'hui. Je pense que des fois ta montre te dit ton VO2 max s'est amélioré. Probablement que ça indique effectivement ton niveau de forme s'est amélioré. Après, la question c'est qu'est-ce qui est significatif et qu'est-ce qui ne l'est pas. Enfin, pas se mettre à stresser parce que j'ai perdu un point de VO2 max. C'est peut-être juste fortuit. Ouais. C'est pas significatif. Peut-être si tu vois un trend vers le haut, c'est positif. Si tu vois un trend général vers le bas, pour se poser des questions. Donc voilà, c'est probablement, je dirais, un bon indicateur, mais ça reste à vérifier. Elle est bien estimée. Savoir à quel point cette variable traque bien ton niveau de forme, ça c'est encore à déterminer. Ouais, ok. Donc à utiliser avec un peu de recul sur le long terme pour voir comment on progresse dans son entraînement. Et c'est un peu les limites de cette valeur de VO2 max. Exactement, ouais. Ses intérêts et sa limite. Ouais. Ouais, ok. Donc, pour résumer là, les quelques minutes dont on vient de parler, les algorithmes sont plutôt corrects quand on parle d'hommes d'âge moyen. Si on est une femme, il ne faut pas trop se fier aux données de sa montre. Il vaut mieux faire un test d'effort pour avoir des données qui sont très individualisées. Et là, on pourra définir ces zones. Et puis s'entraîner correctement. Ouais, potentiellement, ouais, je dirais oui. Ouais, ou en tout cas, si tant est qu'on se pose la question de la pertinence de ces zones, peut-être ça peut être intéressant pour optimiser son entraînement d'aller les faire vérifier. Dans le sens où on va pouvoir répondre à cette question. Et c'est que souvent, dans la clientèle qui se pose la question, je pense qu'on valide quasi jamais en fait, les zones qui sont définies par les montres. Et ça vaut la peine de temps en temps de les remettre en question, surtout si on constate une absence de progression ou des choses un peu étonnantes quand on utilise ces zones. Si pour rester dans sa zone 2, on doit quasiment marcher ou ce genre de choses, on peut s'interroger sur la pertinence de l'établissement de ces zones. Exactement. Ouais. Exactement. Okay. Petit conseil pratique, là en aparté dans cet épisode pour les personnes qui se posent la question, à quel moment est-ce que c'est le plus pertinent de faire un test d'effort ? Est-ce qu'il faut déjà avoir un historique d'entraînement pour avoir quand même une base ? Est-ce que ça vaut la peine de faire un test d'effort avant de commencer une pratique sportive pour aller vers un objectif ? Est-ce qu'il faut en faire plusieurs pour pouvoir avoir une tendance ? Qu'est-ce que tu recommandes ?
Alors ça, c'est une super question. Je te remercie de la poser. Le test d'effort, peut-être son origine, c'était de mesurer, ça peut être, ou en tout cas, une de ses premières indications, c'est de mesurer si tu as des facteurs de risque. Mais ça, il faut s'adresser donc si potentiellement tu as des facteurs de risque, cardiovasculaires, respiratoires, potentiellement tu te diriges vers un médecin qui te fera passer une épreuve d'effort avec un contrôle de tes paramètres cardio-respiratoires avancés, qui permettent notamment mesurer un électrocardiogramme, la tension artérielle, pour s'assurer que tu peux le faire de manière safe. Mais ça, disons, ça n'a pas de visée performance souvent. C'est ça. C'est pas de là qu'on va estimer sa VO2 max ou qu'on va avoir ses zones toutes établies. Non. Ça, c'est un check-up que tout va bien au niveau santé. Exactement, c'est un check-up, voilà. Puis après, donc là, on le ferait, si on devait se poser la question si on a ou en tout cas avoir une suspicion qu'on a des facteurs de risque, s'adresser à son médecin, demander potentiellement une épreuve d'effort, et puis ça se ferait a priori, avant la reprise d'une activité physique ou sportive intense. Puis ensuite, si par contre c'est à visée de performance, puis d'établissement des zones, moi je dirais, alors, il y a la première chose, c'est le moment qui est opportun, c'est quand je me pose une question. Et puis si je me pose la question, par exemple, je vais te donner un exemple, je fais ma saison de sport, le mois d'octobre, je profite de faire d'autres choses, où j'ai été blessé, j'ai pas pu faire d'activité physique ou sportive pendant un moment. Me connaissant, je sais que je vais prendre, pour le même effort, je vais prendre 10 ou 15 pulsations, à peu près. Si je viens faire un test d'effort à ce moment-là, il y a de fortes chances qu'après 3-4 semaines, toute ma réponse, elle soit à côté. Elle soit à côté de ça, parce que ma fréquence cardiaque se sera remise à être plus basse, et ma réponse cardiovasculaire sera toute différente. Donc potentiellement, ça n'a pas d'intérêt à ce moment-là. Moi, j'aurais envie de dire, si tu es dans ce cas de figure, tu te remets à l'entraînement léger, tu te remets dans ta routine d'entraînement régulier. Puis une fois que tu sens que tu as un peu tout reposé, comme ça, tout remis à plat, dans le sens là, reposé, là, ça peut être le moment de venir et puis de venir établir tes zones pour dire, OK, maintenant j'ai fait ma base, puis maintenant je vais construire ma performance. Ouais, c'est ça, OK. Et puis là, ça peut être le bon moment. Et puis ensuite, je dirais, je viendrai pas plus tard que 6 semaines avant ton objectif. Si tu devais y revenir en disant j'ai des questions à poser, à 3 semaines de ton objectif, ça servira à rien. Au pire, ça va tout perturber, et puis tu sauras plus sur quel pied danser. Donc moi, je me dirais quand même à distance de tes objectifs, si d'un coup il devait y avoir des questions en disant mais là j'ai l'impression que je fais pas juste, ou je comprends pas ce qui se passe, est-ce je pourrais faire une épreuve d'effort pour rétablir mes zones, voir ce qui fonctionne pas. Parce que potentiellement, il y a peut-être de la fatigue. La fatigue, ça fait que la fréquence cardiaque souvent monte plus. Le lactate, on a de la difficulté à mobiliser nos réserves énergétiques, donc on ne monte plus le lactate. On peut le détecter de cette manière-là. Donc mais je ne le ferai pas plus tard que 6 semaines avant ton objectif. Ouais, pour avoir quand même un petit délai pour t'ajuster. Ouais, OK. Ça, c'est intéressant. Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir des données qui sont pertinentes et qui sont individualisées pour s'entraîner. Aujourd'hui, le test d'effort, c'est quand même un petit peu le truc incontournable, dans le sens où, de soi-même, on peut aller faire un exercice de 12 minutes sur la piste, mais on n'aura pas forcément de mesure de VO2 max stricto sensu, parce qu'on ne mesure pas les échanges gazeux. Quand on vient faire son test d'effort, on a le masque qui mesure vraiment l'échange gazeux. On n'aura pas de mesure de la lactatémie et ce genre de choses. J'aimerais t'entendre un petit peu sur les évolutions probables du marché. On voit qu'il y a des solutions qui se dessinent pour proposer ces mesures-là aux sportifs de manière peu invasive, voire pas du tout dans certains cas. Par exemple, au moment où on enregistre cet épisode, Super Sapiens vient d'annoncer qu'ils mettaient fin à leur société, mais ils s'étaient profilés sur un capteur qui mesure en continu la glycémie et qui pouvait en même temps faire une analyse de lactatémie. Ce genre de choses risque d'arriver dans les années à venir pour les sportifs. Est-ce que ça peut avoir un intérêt
que je mesure ma lactatémie en temps réel quand je vais m'entraîner à l'extérieur? Oui, alors je pense que ça a un intérêt, mais ça a aussi des limites. Donc, puis je pense que et puis la difficulté réside à bien avoir en tête ce qu'on fait avec ces mesures. Aujourd'hui, on est capable de mesurer énormément de choses, et nos montres sont capables d'intégrer énormément de données à la fois. Je peux mesurer, tu en as parlé avant, là, que ce soit en course à pied ou en vélo, énormément de métriques aujourd'hui. Ouais. Et puis en plus de ça, je pourrais connecter à ma montre des capteurs d'oxygénation du muscle, je peux connecter à ma montre des capteurs qui estiment ma température centrale, tu parles aussi de la glycémie, de la lactatémie. C'est des data et encore des data. Et puis, c'est bien d'avoir des données, mais qu'est-ce qu'elles veulent dire? Et puis, aujourd'hui, on est bien capable de mesurer des choses, on est capable de mesurer énormément de choses. Par contre, on a beaucoup plus de difficultés à leur donner du sens. Ouais, alors ça, c'est un des gros défauts du marketing de certaines marques de montres de sport et autres accessoires de sport. C'est qu'effectivement, ça nous donne des oscillations verticales en course à pied, des temps de contact au sol, ça nous donne des informations de température corporelle, etc. Mais sans aucune mise en perspective. Et comme tu le dis, ajouter là-dessus des données de lactate ou d'autres, on parle aussi de données de cétone ou ce genre de choses, ça fait aucun sens si on n'a pas une mise en perspective de tout ça. Ouais, alors là je te suis complètement. Et donc si moi je peux mesurer ma lactatémie en temps réel ou quasiment pendant mon activité sportive, à quel moment est-ce qu'elle deviendrait vraiment pertinente et est-ce qu'il y a une nécessité d'être vraiment un fin connaisseur de la science du sport ou est-ce que quand même quelqu'un pourra l'utiliser pour améliorer la pertinence, par exemple, de son test de Cooper qu'il va faire sur la piste? Je pense pas qu'on ait besoin forcément d'avoir une formation scientifique. Enfin, en gros, les Français parlent de bac plus 5 ou bac plus 9, je sais pas combien. T'as pas besoin d'avoir bac plus 9 ou bac plus 5 pour utiliser ces données. Par contre, il faut un peu de bon sens. Et puis, ou en tout cas, avoir bien conscience de tous les éléments qui vont influencer ta variable. Probablement, ça va être intéressant d'avoir cette mesure de lactate. Si tu dis, OK, moi j'ai envie de vérifier si à telle allure, je suis encore en endurance fondamentale. Ouais. Ou à quel moment je sors de mon endurance fondamentale. Mais ça va impliquer que tu maîtrises ton environnement. C'est-à-dire, on en discutait tout à l'heure pendant le test d'effort, plus j'augmente l'intensité, plus mes exigences en termes de flux d'ATP sont élevées, et à partir d'un certain moment, je vais utiliser cette voie anaérobie qui produit du lactate. Ouais. Mais pour que ma valeur de lactate soit constamment et significativement supérieure à celle du repos, je dois y aller progressivement et par paliers longs pour m'assurer à chaque fois que je suis dans un état d'équilibre. Si tu arrives à maîtriser cette constante-là, c'est intéressant. Tu peux dire, OK, moi directement, j'ai vu, avant c'était 5 au kill, maintenant c'est 4,30 au kill, donc j'ai progressé en endurance. Ouais. Je peux aller plus vite en restant économique. Parce que finalement, c'est que je n'utilise pas mes réserves de glycogène à un débit élevé. Super intéressant. Maintenant, je pourrais me dire la même chose, j'ai envie de voir pendant combien de temps, à mon allure marathon, je peux tenir sans perturber mon homéostasie, c'est-à-dire que tous mes paramètres restent constants. Ouais. Et probablement, avec la fatigue qui survient, je vais utiliser à un certain moment donné plus de fibres de type 2 qui sont dites glycolytiques, qui vont utiliser du lactate, du glycogène, donc produire du lactate. Et puis me dire, peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelques semaines, c'était 60 minutes, maintenant c'est 90 minutes, donc j'ai amélioré mon endurance. Puis là, c'est vachement intéressant. Si je suis un coureur de 400 ou de 800, je peux monitorer, en fait, moi, je dépends, en fait. Ma performance va dépendre de mon débit énergétique, combien je vais être capable de produire de lactate en très peu de temps. Et c'est d'ailleurs, on voit les coureurs de 400, 800, 1005 comme ça se tester en fin de boucle. Eh ça va être extrêmement intéressant. Maintenant, si je suis sur un vélo, qui typiquement a une intensité beaucoup plus intermittente que la course à pied,
je pense que ça va être plus compliqué. Parce que dès que ça monte, je vais avoir des montées très rapides dans l'intensité, mais très transitoires, mais qui vont faire varier ma lactatémie. Et puis ma lactatémie, elle a tendance à monter vite, puis à baisser lentement. Ouais. Donc, on l'a vu au début, on parlait de test d'effort et donc de cette inertie qu'il peut y avoir avec la lactatémie qui est plus importante que l'inertie sur la fréquence cardiaque. Donc du coup, c'est pas un indicateur à un instant précis. On va pas voir les chiffres évoluer très vite sur son compteur ou sur sa montre par rapport à sa lactatémie. Non, potentiellement pas. Ça risque de monter très vite. Par contre, ça va descendre lentement. Ouais. Et puis, une fois que tu as fait une forme de build-up de ton lactate sanguin, ça prend du temps à revenir. Donc pendant toute cette période-là, la donnée elle sera non pertinente. Ouais. Ça veut dire ok, tu baignes, entre guillemets, dans ton lactate, comme tu l'évoquais tout à l'heure, mais en même temps, tu n'es plus dans une phase où tu en produis beaucoup. Simplement, il faut juste le temps que ton foie, tes muscles, ton cœur, entre guillemets, s'occupent de ce lactate qui est résiduel pour revenir à une valeur d'équilibre. Ouais. Alors, si ça devait être en compétition où d'un coup, l'intensité est très, 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 très variable, je pense que il n'y a plus du tout de sens qu'on peut donner à ce lactate, si ce n'est peut-être que, regarde, en fait, aujourd'hui, là, dans l'ascension ici, je suis monté à 30, quoi. Mais ça a peu de pertinence, mais par contre, alors 2 questions. La première, est-ce que ça peut aider un marathonien à trouver son allure idéale pendant sa compétition ? Et est-ce que ça peut aider, par exemple, un baroudeur dans un peloton cycliste à se dire « Tiens, là, maintenant, j'ai un taux de lactatémie trop élevé, je dois encore récupérer avant de mettre ma prochaine mine ». Là, je pense qu'on aurait atteint les limites d'utilisation de ces données. Je pense que potentiellement, le ressenti, puis qui va être totalement indépendant du lactate, il sera prépondérant. Et je crois qu'on ne doit pas oublier de s'écouter. Notre température corporelle peut monter, notre fréquence cardiaque peut dériver, notre puissance peut être plus élevée que d'habitude. Si je sens que ça tient, c'est cette donnée-là sur laquelle je dois m'appuyer. Sauf si peut-être je vais faire un truc très 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 long, puis je sais que je grille mes cartouches. Mais si je suis en situation de compétition, finalement, la consigne principale, c'est être devant. Peut-être nos sensations sont peut-être plus pertinentes qu'une valeur de lactatémie à un moment T. Donc c'est une donnée qui a ses limites et puis qu'on pourra utiliser à l'entraînement si on a un protocole et qu'on sait ce qu'on cherche. Mais par contre, avoir ces données-là tous les jours pour toutes nos sorties en endurance, etc., ou les jours où on fait un petit fartlek, ça a peu d'intérêt. C'est ce que tu nous dis. Je pense, je pense. Et puis ça c'est le premier élément. Puis le deuxième, c'est de bien être au courant de quels sont les facteurs qui vont influencer ma variable. Parce qu'on a parlé de l'intensité de l'effort. Puis souvent, on dit, OK, le lactate, c'est à un moment donné... C'est directement corrélé à l'intensité. Exactement. Mais la lactatémie peut monter... Enfin, la lactatémie va monter en réponse à des stress environnementaux particuliers. Enfin, un stress général. Probablement que tu commences ton marathon le matin dans un niveau de stress et d'anxiété un peu supérieur à ce que quand tu commences ton footing du dimanche matin. C'est ça. Et puis, probablement que tu as 1 millimole de lactatémie en plus. Mais il n'y a rien de pathologique et il n'y a rien de prédictif sur ta performance. S'il fait très chaud, ton lactate va augmenter. Si tu es en altitude, ton lactate va augmenter. Et c'est normal. C'est juste normal. Selon ce que tu manges aussi. Typiquement, aujourd'hui, toutes les boissons, la nourriture à l'effort, l'alimentation à but sportif incorpore des mélanges de types de sucre. On met du glucose ou des molécules de glucose qui sont arrangées de manière différente avec des molécules de fructose. Puis le fructose, il va être métabolisé sous forme de lactate. En fait, si tu prends ces blends qui sont assez à la mode, ces mélanges de sucre, ton lactate va augmenter. Et c'est normal, parce que c'est la manière qu'a ton organisme de processer. Le fructose, on ne peut pas l'utiliser autrement pendant l'effort, on l'utilise majoritairement sous forme de lactate.
Et bon, on le disait en préparant cet épisode, maintenant il y a des dogmes qui sont en train d'évoluer en termes d'alimentation du sportif. On parlait à l'époque de 60, soit 70 grammes par heure d'apport en sucre. Et puis ces quantités, elles ont continué à évoluer. Puis tu m'as dit que maintenant il y avait même des paradigmes à 120 grammes par heure de glucose. Et on arrive aux limites de la capacité de l'absorption humaine de cette quantité de sucre. On commence par aller un peu loin là dans opposer la science avec l'être humain tel qu'on est conçu. Ouais, oui, on pousse. Bon, c'est la recherche de la performance, ça passe par pousser l'organisme humain à ses limites. Mm-hmm. Puis probablement, je pense que autant la dimension pratique du sport, elle est associée à la santé chez monsieur, madame, tout le monde, autant la dimension santé, c'est quand même une variable qui est un petit peu oubliée dans le sport d'élite. Et ça, il faut pas l'oublier. Donc la recherche de la performance peut se faire au détriment de la santé des athlètes. Je pense que ça choquera personne ou ça n'étonnera personne de venir là-dessus. Alors oui, puis en fait, les 60 à 70 grammes, pour revenir à l'alimentation, là on parlait de 60 grammes par heure, c'est la limite de l'intestin pour l'absorption du glucose pur. Ouais. Que tu le prennes sous forme de glucose, que tu le prennes sous forme de maltodextrine, ton intestin n'arrive pas à absorber plus que 60 grammes de glucose par heure, en moyenne. 50, 70 grammes, puis en moyenne 60. Et puis, mais par contre, et puis c'est lié à tes transporteurs spécifiques du glucose qu'il y a dans ton intestin. Et simplement, tu peux transporter et métaboliser d'autres sucres dans ton intestin, et ceux qu'il y a dans le lait, et puis ceux qu'il y a dans les fruits, le fructose. Et aujourd'hui, on s'est aperçu, il y a un chercheur en particulier, c'est un néerlandais, qui a Asker Jokendrup, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais qui a beaucoup bossé là-dessus, qui a montré qu'en fait, en mélangeant glucose et fructose à différents rapports de l'un à l'autre, on avait la possibilité d'augmenter l'utilisation de ces sucres qu'on prenait par l'alimentation. Mais ça implique d'avoir deux types de molécules différentes. Et puis on est arrivé, je crois qu'il y a une dizaine d'années, à la recommandation qu'on pouvait prendre à peu près 90 grammes par heure. Enfin, pour optimiser, il fallait prendre 90 grammes à l'heure. Et puis, il y a eu dans la presse spécialisée cette année, mais pas scientifique, spécialisée, on est arrivé à un concept de 120 grammes à l'heure. Et c'était une manière aussi d'expliquer les performances extraordinaires des pelotons cette année dans le Tour de France notamment. Alors après, si c'est peut-être, chacun appréciera comme il le veut la chose. On peut expliquer les augmentations de performance de cette manière-là. Ça peut aussi être une jolie manière de tirer un joli drap blanc sur les pratiques. Après, ça, c'est chacun. Effectivement, ouais, ça peut être une jolie explication, une jolie fable derrière des trucs un peu moins glorieux. Ouais. Mais ouais. Alors, de 90 à 120 grammes, je ne sais pas exactement. Je ne saurais pas dire 90 grammes. La littérature scientifique montre que 90 grammes par heure, on est capable d'absorber. Ouais. Après, les 120, moi, je n'ai pas connaissance aujourd'hui qu'on ait démontré qu'on peut prendre 120. Et puis après, l'autre élément qu'il faut prendre en considération, c'est aussi les dimensions corporelles. Probablement que pour une personne qui pèserait 50 kg ou à peine plus que 50 kg, ou une personne de 85-90 kg, qui les deux peuvent pratiquer un sport d'endurance à peu près ou au même niveau, probablement que la capacité d'absorption ne va pas être la même. Donc peut-être qu'on est dans quelque chose de 1,8 à 2 grammes à l'heure dans les limites. Dans les limites d'absorption de l'intestin, mais je ne sais pas exactement où en est la science aujourd'hui. Ouais, bon, ça c'est intéressant de mettre en perspective quand même la taille et le poids de l'athlète par rapport à la quantité de glucose qu'il pourrait ingérer par heure, parce qu'effectivement il y a des disproportions quand même entre certains gabarits et forcément une capacité d'absorption qui est moindre. Je pense qu'on pourrait enregistrer un épisode complet sur la nutrition et puis l'absorption de glucose pendant l'effort. D'ailleurs, pourquoi pas le faire une fois. Avec plaisir. Maintenant, si on doit revenir un petit peu à nos données qu'on utilise pendant l'entraînement, est-ce que tu vois d'autres
évolutions qui peuvent arriver sur le marché au cours des prochaines années? Et puis, plus globalement, comment est-ce que toi, tu vois ton métier de physiologiste de l'exercice évoluer avec cette arrivée de nouvelles métriques, avec ces montres qui donnent de plus en plus de données? Est-ce que tu penses que ton métier va changer? Alors, ouais, probablement que mon métier va changer. Enfin, il y a une dizaine d'années, je me suis déjà dit que j'allais perdre mon boulot. Puis je suis toujours là. Non, je suis toujours là. Ouais. Une chose qu'en fait, alors, au jour d'aujourd'hui, potentiellement, je pense que j'ai des clients qui sont capables de mesurer plus de variables que ce que j'en mesure au laboratoire. Ouais. Je peux mesurer la VO2, la production de gaz carbonique. C'est des choses, il faut être appareillé pour ça. Mm-hmm. Pour le reste, des fois, vous savez qu'on peut s'appareiller énormément et mesurer énormément de variables pendant l'effort. Moi, je pense que mon métier va peut-être évoluer dans le sens où les gens vont arriver avec des paquets de données, en disant mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Mm-hmm. Et probablement que c'est de prendre une perspective, donner du sens à ces données. Probablement c'est la grande difficulté. Mm-hmm. C'est de donner du sens à ces données, puis c'est peut-être là que, peut-être dans quelques temps, si on a les moyens de bien standardiser des conditions et de bien mesurer les variables, on pourra quasiment faire son test d'effort tout seul à la maison. Mais après, c'est peut-être donner du sens aux données que je vois encore un avenir pour ma profession. De les regarder avec du recul, en tout cas. Ouais. C'est vrai que moi, l'impression que j'ai eue en suivant l'évolution, notamment des capteurs de glucose, Super Sapiens pour ne pas le nommer, et puis de ce qu'on en a fait, c'est que souvent, parce que finalement, ça mesure une valeur, on fait une extrapolation de se dire ce que j'ai à mon bras, donc mesuré dans mon liquide interstitiel, c'est en directe relation et dans une relation temporelle immédiate avec ce que j'ai dans mon sang, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Ouais. Avec ma concentration de glucose. Mais la concentration de glucose dans mon sang, elle est la résultante de plein de facteurs aussi, notamment de toutes les entrées alimentaires, s'il devait y en avoir, mm-hmm. de la production par le foie, l'utilisation par le muscle, et la production par le foie et l'utilisation par le muscle elles vont dépendre de l'intensité de l'effort, de facteurs environnementaux. Donc ça devient un modèle, une valeur simple et dépendante d'énormément de facteurs. Et puis, on peut tirer des conclusions qui sont un petit peu erronées. Ouais. Notamment l'évitement de pics de glycémie. C'est vrai qu'on a dérivé des conseils pour les athlètes, qui sont des personnes saines, issus des recommandations qu'on a pour les diabétiques, qui eux, ce sont des personnes qui soient de type 1, de type 2, qui ont une maladie ou un défaut de la régulation de la glycémie. On sait qu'une glycémie qui est constamment surélevée, elle est nuisible, elle va avoir des conséquences néfastes pour la santé. Mais on sait aussi, sur les premières données qui ont été prises chez les athlètes, que les variations de glycémie sont plus importantes chez les athlètes. C'est normal. Et un athlète, c'est une personne qui a un mode de vie sain, normalement. Et donc, cette observation, elle est, je dirais, elle se dissocie complètement d'un facteur prédictif de développement de maladie. D'accord. Donc, quand dans son application Super Sapiens, on avait attention, vous avez eu 7 pics de glycémie aujourd'hui, chez un sportif, c'est pas forcément quelque chose d'inquiétant ou en tout cas qu'il faudrait considérer comme un problème. A priori pas. Ouais. A priori pas. Le diabète, si on doit avoir peur du diabète, ça se définit à des critères cliniques qui sont clairs. On doit mesurer l'hémoglobine glyquée, des évolutions à long terme. Faut pas s'en inquiéter. Faut pas s'en inquiéter. Et je crois, ça c'est peut-être un des défauts de ces capteurs, c'est que souvent, en fait, ça peut être anxiogène. Ouais. Ça peut être anxiogène en disant j'ai eu des pics de glycémie, mais qui sont naturels et qui sont liés à ton effort. Je peux avoir des pics de glycémie, je peux avoir une fréquence cardiaque qui est élevée, je peux avoir je peux avoir mal dormi. Ma montre va m'indiquer que j'ai mal dormi. Je peux n'avoir pas assez bu. Ma montre va m'indiquer que j'ai pas assez bu. Mais à quel moment est-ce que ma montre peut me dire non, aujourd'hui tu as mal récupéré, tu dois pas faire d'efforts ou d'efforts intenses.
tout ça, ça peut m'indiquer que je dysfonctionne, mon organisme dysfonctionne. Mais à quel point ou à quel moment est-ce que la montre dit vrai ? Est-ce que ces paramètres sont corrélés et sont des réels prédicteurs de dysfonction, de dysfonctionnement là, on n'en sait rien. Ouais. Et là, il faut savoir prendre le recul par rapport à ces données, mais c'est ce qu'on disait avant d'enregistrer. Même en prenant du recul par rapport à ces données, il y a peut-être un effet inconscient du fait qu'on se réveille le matin, on a l'impression d'avoir bien dormi, on voit sa montre qui dit sommeil, qualité, passable, et là, peut-être qu'on se dit « Ah mince, je ne suis pas en forme ». Et donc du coup, on va être influencé sur la manière dont on va s'entraîner ou dont on va mener sa journée. Si on n'avait pas eu cette information, on aurait peut-être fait les choses différemment. Exactement, exactement. De la même manière, je pense que le jour où tu démarres ton marathon ou ta course ton triathlon et que ta Garmin te dit que ton niveau est à -2 par rapport à ta baseline, même si tu sais en vrai tu te sens bien, peut-être ça va rester un petit peu en sourdine ou un peu en filigrane, que tu n'es pas très en forme. Donc potentiellement ça peut aussi avoir des effets délétères sur ta performance. Donc des fois, moi ça m'arrive avec certains clients, notamment, par exemple, de dire ok, cette fonction-là faut désactiver, celle-là faut désactiver, celle-là faut désactiver, parce qu'il y a tellement d'indicateurs maintenant sur ces montres entre la préparation d'entraînement, la variabilité de fréquence cardiaque, la qualité du sommeil. Comme tu le dis, dès qu'on démarre sa course à pied, après quelques minutes, elle dit état de forme du moment, plus ou moins, etc. Ça peut vite submerger un petit peu l'athlète d'informations qui ne sont pas forcément toujours utiles. Non, exactement. Et qui peuvent être délétères dans le mental le jour de la course ou même au cours de la préparation. Ouais, complètement, même au quotidien. Au quotidien, j'ai encore des interactions avec des gens chez qui ça provoque de l'anxiété. Ouais. Ça provoque de l'anxiété et des questions en disant mais ma montre me dit ça, qu'est-ce que je fais ? Puis, peut-être la première question que je vais leur poser, c'est puis comment tu te sens au fond de toi ? Puis des fois, elle me dit ah ouais, c'est vrai, en fait, je me sens assez bien. Ou ça peut être une des premières questions. Ou alors, quand on me dit ouais, mais aujourd'hui, je ne dois pas faire d'effort. Ma montre m'a dit que je ne devais pas faire d'effort. Puis la question, c'est combien tu as de créneaux cette semaine pour t'entraîner ? Puis ils disent 2. Je dis je te laisse faire ton choix. Ouais. c'est te dire aussi, ça ne tient pas compte de ta réalité. Ouais. Ta montre, en te donnant certains trends et autres, ne tiennent pas compte du quotidien des individus. Ta variabilité de fréquence cardiaque, elle va être influencée par ton niveau de forme, la qualité de ton entraînement, ça mais ton stress au travail, ton stress familial, voire social, ta consommation d'alcool qui a une influence majeure. Puis pas besoin d'en consommer beaucoup, c'est pas juste parce que tu es un ivrogne que ta variabilité cardiaque va chuter. Il suffit de prendre certainement une grande bière pour que, en fin de séance, parce que c'était une super séance avec des copains. Puis on se dit, on va boire un coup après. On va boire un coup, tu bois une bière, puis peut-être qu'elle va chuter. Mais c'est l'effet de l'alcool, c'est pas la même forme. Mais tout ça pour en arriver à la conclusion de cet épisode, je pense que ce qu'on retiendra, c'est qu'il faut se concentrer sur les données qui nous apportent quelque chose, des données qui sont qualifiées et des données qu'on peut mettre en perspective par rapport à quelque chose qu'on recherche. Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu le message que tu nous as donné ici. Ça ne sert à rien d'avoir des kilos et des kilos de données si on n'en fait rien du tout. Il faut d'abord se poser la question, qu'est-ce que je recherche ? Où est-ce que je veux aller ? Et là, on choisit les données qu'on veut mesurer et puis on fait une analyse correcte de ces données. Ouais, je pense que ça résume vraiment bien mon point de vue. Ou reformuler, ça serait de se dire finalement, quand je mesure quelque chose, parce que je me suis posé une question. Ouais, exactement. Et c'est la raison pour laquelle tu portes une montre mécanique qui t'indique rien du tout sinon l'heure, ou tu as décidé de te séparer de la montre qui te donnait des informations de variabilité de fréquence cardiaque, de sommeil, etc. Ou
Oui, alors moi, j'ai une montre mécanique parce que je la trouve plus élégante que ce que les fabricants de montres. J'en porte une d'ailleurs si je vais courir ou si je vais en vélo. Je vais avoir une montre qui mesure certains de mes paramètres. C'est une question de la première parce que je la trouve plus élégante. Et puis moi j'avais une anecdote, je pense ma plus belle journée de l'année dernière. C'est une journée, j'étais dans les Alpes, je suis parti, j'étais passé par une cabane de montagne en vélo, j'ai mangé là-bas, après je suis redescendu dans une autre vallée, je suis remonté, j'ai fait une magnifique descente, je me suis arrêté manger des framboises, un magnifique buisson de framboises, rencontrer des gens, papoter, je suis rentré ensuite au camping où j'étais. Puis je crois que c'était ma plus belle sortie à vélo de l'année dernière. Et puis ma montre m'a montré que j'avais mal dormi la veille, mais pourtant j'étais plutôt en forme, j'ai assez bien dormi dans mon van, que j'avais mal dormi, que j'étais pas en forme, que j'avais pas assez bu, que j'avais pas fait assez de pas, c'est normal, j'étais à vélo. Enfin bref, que j'étais un échec ambulant. et en fait, mais voilà, en disant ok, ça c'est le feedback que me donne ma montre. Ouais. Plus parce que j'avais passé tant de temps en zone 2, tant de temps en zone 3, tant de temps en zone 4, ce qui était déjà plus pertinent par rapport à ma pratique sportive. Mais en fait, elle reflétait très très mal le reste de la journée. Donc je me suis un peu départi de ça. Et là tu as perdu la confiance là-dedans. Et, ouais, un petit peu. Okay. Ou en tout cas, ça m'était relativement peu utile en fait, dans la gestion de mon activité sportive actuelle. Toujours est-il que quand je vais m'entraîner, je vais utiliser ces technologies-là, puis je vais utiliser certains métriques. Ouais. Je pense que ce mot de la fin, il est intéressant, il est important aussi pour reprendre tout ce que tu nous as dit pendant cet épisode, c'est de prendre la distance quand même avec ces données et puis de s'écouter et de faire quand même pas mal de choses au feeling. Mais aussi une chose que je retiens, c'est que les femmes doivent faire beaucoup moins confiance à leur montre cardio-GPS que les hommes, en tout cas en termes de prédiction et de détermination des zones de fréquence cardiaque et ce genre de choses. Ouais, je pense que c'est bien malheureux d'ailleurs que les fabricants, en tout cas qu'on ait cette impression que les femmes sont bien moins desservies. Je pense qu'on est à une époque où ce genre de différence ne devrait plus exister. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Merci Virgile pour avoir discuté de tout ça pendant cet épisode, c'était super intéressant. Merci à toi. C'était j'ai beaucoup apprécié le moment. C'était vraiment très bien. Avant de rendre l'antenne, est-ce que tu as des endroits où on peut te retrouver ou des sites internet, des profils sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses? Alors oui, on peut me retrouver sur le site de mon employeur, motionlab.ch, motion-lab.ch. Ouais, je mettrai les liens dans les notes de cet épisode. Super. Et puis qui a un fil Insta, Facebook, pas X, je crois pas, pas ma connaissance. Mais et puis site web. Je mettrai en lien le site web et puis les différentes références. Super. Merci beaucoup. Merci à toi Grégory, c'était vraiment un chouette moment. C'était effectivement super intéressant. Et puis les auditrices et les auditeurs du podcast, moi je vous retrouve le mois prochain pour un prochain épisode. Merci encore. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.